sommes le mercredi 20 mars 2019. Vous êtes à l'écoute de CISM 89.3 FM. Vous écoutez Mediapolis. Moi, c'est Camille Test. Comme chaque semaine, on décrypte ensemble le monde impitoyable des médias. Évidemment, je ne fais pas ça toute seule. À la technique, il y a Benoît Goubeau cette semaine. Et puis, en studio avec moi cette semaine, Léla Savic et Alexis Gacon. Salut les amis. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien, ça va bien. Ça fait plaisir. Léla, tout à l'heure, tu nous parleras d'une nouvelle qui t'a fait bondir récemment. Elle portait sur Éric Lefebvre, député caquiste qui, en vacances à Djibouti, en tout cas en déplacement à Djibouti, aurait invité des jeunes enfants de la rue au restaurant. Ça t'a donné envie de réfléchir sur la question du white savior, donc le sauveur blanc tel que couvert dans les médias. Tu nous expliqueras ça tout à l'heure en milieu d'émission. Alexis, toi cette semaine, tu vas te pencher sur un plaisir coupable. Ça parle d'amour et d'agriculture. Je n'en dis pas plus, on s'en parle après. Allez. Et puis moi, je voudrais vous parler de Twitter et notamment des profs qui utilisent ce réseau social. Pour moi, c'est un grand coup de cœur. Je vous en parle dans un instant. En milieu d'émission, on aura le plaisir de recevoir France André, militant pour la cause des réfugiés et des communautés haïtiennes. Il évoquera les liens complexes et passionnants qu'il existe entre le monde du militantisme et puis celui des médias. Comme chaque semaine, j'ai hâte de passer cette heure avec vous les amis. Et puis vous savez, je vous propose de démarrer en douceur comme d'habitude avec un petit son qui s'intitule T'as vraiment changé par Navet Confi. À tout de suite. Tu as vraiment changé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu me fais penser à la fois où j'étais à Berlin avec Yves, Jacques, Mathieu, Kennel, Benoît, Moffett et David Laurent. Tu as l'air d'aller bien. Tu ressembles à quelqu'un qui a laissé derrière quelque chose de pesant. Qu'il est bon de te voir quand tu n'es pas fâché. Ton sourire et tes yeux sont enfin libérés. Tu as vraiment changé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu me fais penser à cette fois à Berlin, on était plutôt bien. Alors le morceau qu'on vient d'écouter, c'est celui de Navet Confi, ça s'appelle T'as vraiment changé et c'est tiré d'un album qui s'appelle Engagement, lutte, clan et respect. Alors il faut savoir que ce gars, c'est un adepte des titres sous forme de liste. Récemment, il a sorti un livre qui s'appelle « Attention, accrochez-vous, les films, les desserts, les chaises, les souvenirs, les voyages, la radio, les vedettes, j'ai pas fini. Le journal, les rêves, les fantômes, les messieurs, les animaux, j'ai toujours pas fini. Les insectes, les médicaments, les voitures, les énumérations, la répétition et les énumérations. Là, j'ai fini. Le tout édité chez Somme Toute. Autant vous dire qu'il est bien perché et nous, à Mediapolis, on adore ça. Bref. Comment ? J'ai dit, il devait manquer d'inspiration. Oui, je pense pas. Non, je pense qu'au niveau de l'inspiration, lui, il est correct. Bref les amis, vous le savez ou pas d'ailleurs, je passe un temps infini sur Twitter. C'est l'appli que j'ouvre en premier le matin. Je m'en sers pour stalker tout un tas de personnes, notamment toi Alexis. En général, c'est à travers ces hashtags les plus populaires que j'apprends ce qui se passe d'important dans l'actu. J'aimerais vous dire que c'est grâce au New York Times, au Monde ou même au Devoir, mais ça serait mentir. Bref, Twitter, c'est mon ami du quotidien. Or, comme j'y suis depuis 2013, moi j'ai eu le temps d'analyser un petit peu ce réseau. Vous n'ignorez pas que longtemps, ça a été un peu le réseau des journalistes et des cool kids, mais depuis quelques temps, bien de plus en plus de professions investissent la plateforme pour parler de leur quotidien et notamment et aussi pour transmettre des connaissances. Alors il y a les avocats, les médecins, les infirmiers, les psys, mais aussi des dizaines de profs et c'est à eux que j'avais envie de dédier cette petite chronique / édito parce qu'honnêtement, je les aime d'amour. Alors du coup, je vous ai préparé une sorte de top 3 des comptes à suivre absolument pour des shots de culture en 280 caractères, si je puis m'exprimer ainsi. Puis vous savez que j'ai choisi que des femmes, parce que ça fait du bien.
Alors d'abord, il y a la québécoise Evelyne Ferron. Elle est enseignante en histoire et vous la connaissez peut-être parce qu'elle a collaboré avec Ubisoft sur le jeu Assassin's Creed Origins. C'est un jeu qui se déroule dans l'Égypte ancienne pour ceux qui ne le savent pas. Et elle, en fait, elle a l'infini mérite de m'avoir fait aimer l'archéologie. C'était pas gagné d'avance. Si vous la suivez, vous ne raterez pas une seule info historique un peu what the fuck. Vous saurez tout sur la Mésopotamie, les Incas, la Grèce antique, ce qu'on mangeait il y a 15 000 ans. Bref, allez voir son compte. Vous ne le regretterez vraiment pas. Et puis, ça vous permettra lors de vos soupers de placer quelques infos qui vous rendront inoubliables. Elle a de l'histoire un peu souriante, je trouve. Ouais, vraiment, elle donne envie d'aimer l'histoire et je crois que c'est vraiment pas gagné pour tout le monde, donc c'est chapeau à elle. Par ailleurs, il y a aussi Mathilde Larère. Elle, c'est un peu la rebelle de Twitter. Elle est française, elle est spécialiste des révolutions, elle pond des threads plus vite que son ombre. En fait, cette femme, c'est vraiment un puits de culture, hein, il faut le reconnaître, et elle parle vraiment des mouvements sociaux d'hier et d'aujourd'hui. C'est vraiment une personne qui va vous donner envie de faire la révolution. C'est une personne qui vous parle un peu des coulisses de la révolution. C'est une personne passionnante, honnêtement. Et puis mon troisième coup de cœur, elle enseigne à des adolescents. Elle s'appelle Madame la prof, ou je devrais dire Madame la prof parce que ça s'écrit avec 4 A. C'est vraiment une enseignante désopilante. Elle raconte les coulisses de la vie d'enseignante, les moments de solitude, seule face au tableau, les remarques les plus drôles de ses élèves. Le tout avec évidemment beaucoup d'amour, tant pour son métier que pour les jeunes qu'elle accompagne sur le chemin de la vie, j'ai envie de dire. Je trouve qu'on salue pas assez d'une manière générale le travail de tous ces profs de primaire, de secondaire, d'université, de cégep, bien sûr, qui nous poussent à devenir nous-mêmes. Moi, j'ai quelques profs en tête sans qui je ne serais sans doute pas dans ce studio avec vous, les amis, pour vivre ma meilleure vie. Donc les profs, je vous aime. Et puis pour eux, c'est un peu un exutoire aussi, j'ai l'impression. Souvent, il y a de l'anonymat un peu sur Twitter. Je sais pas si Madame la prof, elle publie en son nom. Effectivement, je crois qu'elle revendique pas, enfin, elle dit pas exactement qui elle est. Ouais, ils se libèrent là-dessus. Non, c'est vrai que c'est intéressant. Et ils ont vachement investi Twitter, les profs, pour le coup. Oui. Et je crois que c'est aussi une manière pour, par exemple, pour les ministères de l'enseignement, d'aller voir un petit peu ce qui se passe effectivement en coulisses, sans forcément aller faire des espèces d'enquêtes ennuyeuses au sein même des écoles. Donc, chapeau à eux, en tout cas. Tout à l'heure, on va recevoir le militant Franz André, je vous l'ai dit, qui va venir nous parler de la couverture média des réfugiés, mais aussi de son rôle de militant dans les médias. Tout de suite, une petite pause musicale à nouveau, les amis, avec La Poussière d'Automélodie. À tout de suite. Vous coulez
C'était Auto-Mélodie avec un morceau qui s'appelle La Poussière. Si vous aimez les ambiances un petit peu synthé-pop années 80, courez écouter cet album. Il s'appelle Mirage au futur verre brisé. C'est très poétique. Honnêtement, c'est une pépite. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de Mediapolis sur CISM 89.3 comme d'habitude. Évidemment, je me tourne vers Alexis Gacon qui nous a fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Comme tout le monde, Alexis, tu as une passion gênante. Moi, c'est Twitter, on l'a compris. Toi, c'est l'amour dans le pré version québécoise. Antiquité télévisuelle, le show continue de passionner mais pourrait s'améliorer en s'inspirant de Confucius. Explique-nous ça. Ouais, en fait, je suis passé par un peu plusieurs étapes avec cette émission. Au départ, je me cachais pour la regarder, j'étais un peu honteux. Après, comme tout le monde, j'ai dit que je regardais dans une perspective plus sociologique. Et enfin, maintenant, c'est un moment assez émouvant pour moi. J'assume devant vous, devant la famille aussi. C'est chimique en fait. Pour moi, je sens mon niveau de sérotonine monter quand j'entends le générique. Donc, d'ailleurs, j'aimerais qu'on vive ce moment de communion ensemble, s'il vous plaît. Wow. Alors voilà, pourquoi je le regarde, à part pour le petit solo de banjo et les ralentis sur les moissonneuses batteuses. Comme tout le monde au départ, peut-être avec un petit rire moqueur en tête, mais en fait on tient pas sur le long terme quand on est juste un peu ricaneux, quand c'est juste de la curiosité entre deux gorgées de tisane. Ah, donc il y a pas juste la curiosité, si je comprends bien. Non, parce que pour moi la production a réussi quelque chose qui est pas si facile en fait. D'ailleurs, je sais pas, je pense que c'est l'illusion de l'authenticité, mais en fait je suis pas sûr, c'est peut-être vraiment authentique. Chez les candidats, il n'y a pas de volonté de devenir influenceur, comme dans Occupation Double par exemple, autre télé-réalité. Occupation Double, ils veulent devenir influenceurs. Oui, ils veulent tous être influenceurs, c'est l'avenir. Pas de défi tarabiscoté, pas d'intégration des réseaux sociaux, juste la vie à la ferme. Mais par contre, une même obligation que dans d'autres choses, c'est-à-dire que le rythme des émissions force des décisions dans les relations nouées entre les candidats. Donc, il faut à tout prix se décider, faire des choix beaucoup plus tôt que dans une relation classique dans la vie. Je rappelle les 3 étapes. Les agriculteurs rencontrent les prétendants et prétendantes. On en choisit 3. Ensuite, une semaine à la ferme avec eux. Et à la fin, plus que 2 pour ensuite quelques jours à la ville et une décision qui tombe. On gardera une seule ou un seul amoureux. Alors voilà, en 15 minutes de discussion, généralement en tout, l'agriculteur doit décider si José ou Nathalie sera la mère de ses enfants. C'est d'ailleurs assez incroyable comme la question des enfants arrive vite dans les émissions. Ça arrive en 10-15 minutes généralement. Et toute stratégie, tout calcul, l'étude de marché relationnel entre les candidats que le jeu propose, parce qu'il y a quand même 3 personnes avec qui décider, ils parlent de leur physique, ils parlent d'un peu tout en fait. Et bien tout ça s'écrase sur le seul mur qu'on rencontre depuis la nuit des temps, la chimie entre 2 personnes, la fluidité de la conversation, la peur des blancs dans les discussions, de ne plus rien avoir à se dire, ça arrive, on est tous un peu stressés à une première date. C'est ça qui fait la différence à la fin. C'est d'ailleurs pour cela que pour Alexandre G cette année et son chapeau de cow-boy, ça n'a pas marché. Allô Alex? Oui, il fait vraiment beau. Oui. Une belle journée. Je suis confiant qu'elle va faire la meilleure décision pour elle. Et puis, si ça ne m'a pas avantagé, ainsi de facile. Méchante semaine? Grosse semaine. Ça a bougé. Vraiment. T'as dû sentir que j'ai pas vraiment développé de sentiments face à toi. Bon, on a bien ri en tout cas. C'est ça qu'il faut, là. On n'a pas rien à faire. Regarde, on est ici à m'essayer. Ça peut marcher, c'est pas plus grave que ça. Là. On va se recroiser pour danser. Puis, Probablement. Ça n'a pas cliqué avec Kathleen, mais gars, ça va cliquer avec un autre. Là. Je suis vraiment pas pressé. Je veux trouver la bonne. Et puis, l'amour, je l'ai dit 4-5 fois cette semaine. Là. On joue pas avec l'amour comme on joue une game de baseball. Là. Ils sont tellement mignons. Oui, c'est trop mignon, hein. Mais ça n'a pas marché cette fois-ci. Alors voilà, vous voyez, les décisions arrivent vite. Il faut vite se séparer d'une personne qui, finalement, ça ne marche pas avec elle. Mais peut-être qu'il se pose les bonnes questions quand il faut, finalement, parce que, visiblement, l'amour est dans le pré pour de vrai, en dehors de la caméra, parce que les 8 couples formés pendant les 5 premières saisons de la télé-réalité ont déjà mis au monde 14 enfants. Alors, je sais pas le ratio par couple, mais voilà. Waouh. Alors, pourquoi tu pensais tout à l'heure à Confucius pour aider le show à perdurer un petit peu? Alors, j'ai pas lu Confucius au complet, mais en gros, il disait, oui, celui qui ne progresse pas chaque jour recule chaque jour. Alors en télé, si on appliquait cette logique-là, ça donnerait soit on mange l'autre chaud, soit on est mangé. Et comme la recette de l'amour est dans le pré n'a jamais changé, c'est peut-être le temps de rajouter 2 ou 3 ingrédients. D'une part, ouvrir le casting. Il n'y a pas eu d'homosexuels, ni gays, ni lesbiens dans la version au Québec. Il y en a eu en France. J'ai pas vu non plus de personnes de couleur. C'est un Québec bien blanc, bien hétéro. Et ensuite, l'autre extrait va vous donner un indice sur le deuxième aspect à épurer pour améliorer l'émission.
À Saint-Ambroise-de-Kildare, Myriam et Jessie profitent de la dernière journée sur la ferme pour prendre une marche avec la maman d'Anthony. Les paroles d'une mère sont souvent rassurantes. Moi, l'amour a été dans le prix. Ça fait 30 ans qu'on est mariés. Puis je referais ma vie demain matin dans les mêmes conditions. Ouais, c'est ça. Même chose, oui. T'avais une question? T'as-tu un doute à un moment donné? Voilà, alors je ne sais pas si vous voyez à peu près ce qui a changé. Pour moi, je vois deux choses à dégager pour la prochaine saison. Les narrations de Marie-Ève Janvier qui décrit à peu près tout ce qu'elle voit, l'animatrice. Je vous passe les entre-deux traites. Christian est tiraillé par ses sentiments ambigus, où on voit Christian, le regard flou dans la moissonneuse. Et enfin, une vision rétrograde de la famille où les parents doivent valider chaque prétendant, si on veut donc que ça fonctionne, que leurs histoires fonctionnent. Donc autocensure, choix refoulé, tous les bons ingrédients pour que la dépression se cache aussi dans les épis de maïs. Voilà, en somme, si on m'écoute, si on le dépoussière, le moteur de l'amour est dans le pré est encore prêt à rouler quelques kilomètres à la télévision québécoise. Je suis très intéressée par cette sensibilité que tu développes Chaque semaine. pour les histoires d'amour. C'est incroyable. Moi, honnêtement, ce show me touche Tu vois infiniment. Mais oui. Voir des gens qui s'aiment ou qui essayent de s'aimer, peu importe comment ils y arrivent, parfois avec des difficultés incroyables, mais ça me fend le cœur et effectivement, ça me donne envie d'en voir plus. Mais c'est exigeant comme vie aussi. Donc non, franchement, c'est pour ça. Illusion de l'authenticité, non, je pense que c'est vraiment authentique comme show. C'est très intéressant, Alexis. On a hâte de t'entendre nous parler d'un nouveau show. À la prochaine. Dans quelques minutes, on va te retrouver, Léla Savic, pour une nouvelle analyse sur les biais médiatiques. Juste avant, je vous propose d'écouter un morceau du groupe hip-hop Orichas. Ça s'appelle Allo Cubano. C'est un groupe cubain, donc normalement, ça devrait vous donner envie de vous servir un petit rhum et de danser la salsa. Ça tombe bien, le week-end approche à grands pas. A lo cubano, botella y ron, tabaco a mano, chicas por doquier, ponche en casa guano. Aquí mi vida para los mareados. A lo cubano, botella y ron, tabaco a mano, chicas por doquier, ponche en casa guano. Aquí mi vida para los mareados. No, a los cubanos, directamente de Panam, de París para ser exacto de Chewam, donde están los de la nueva generación. Son y mira, ponte en el fuego de la acción, con presión de la lírica, mística, psíquica. La rumba ha comenzado con Anga, Flaco Pro, el negro Yoruba, hijo de Guá, Candela. Escucha cómo suena, no hay más nada. Sonido fuerte, ardiente y pegajoso. Sinceroso te destrozo. Mi flow que calma sin fatiga a los nerviosos. Con mi conexión, controlando bien mi lengua. Pegado hasta el techo, quiero que lo entiendas. Botella y ron, tabaco a mano. Chicas por doquier, ponche en casa guano. Aquí mi vida para los mareados. A los cubanos, botella y ron, tabaco a mano. Chicas por doquier, ponche en casa guano. Aquí mi vida para los mareados. No hay que me pare. Aquí mira voy a seguir. Yo represento Romulata, Cuba hasta el fin. Mi oricha como un imperio voy a construir. Yo hoy te dejo mi tema como mi emblema se finí. No te vayas. Dirigiendo oricha el mundo pa' la valla. De oriente hasta occidente gritamos a la batalla. Mi gente en talla y tomo el jack que te desmaya. Y te me callas. Ya te lo dijo el guerrero. Ruso, Flaco, Pro y Roldán. De banana, Kibicán. Con un estilo rumbero. Hay que quitarse el sombrero. Frente a mi oricha equipo. Sal de la cueva, conejo. Que llegó tu guaguancó. A los cubanos, botella y ron, tabaco a mano. Chicas por doquier, ponche en casa guano. Aquí mi vida para los mareados. A los cubanos, botella y ron, tabaco a mano. Chicas por doquier, ponche en casa guano. Aquí mi vida para los mareados. A la de cuello estoy y vengo dando tacazo. Y ya sepa qué cuerpazo, el DJ tira raso. El control de tu mente rebaso. Paso, doy al momento preciso. Con los mariachis que escriben pa' tirarlo al precipicio. Dejen este oficio, te saqué de quicio. Al Conico la amenaza poniendo parande a pico. Y ahora te lo disparo en chino, chino. Voy a adelantar la constitución del quinto mandamiento. Dice en el sagrado libro de la métrica flemática que guarde el Señor tiempo en su templo, del cual yo soy honorable emperador y utilizo mi lengua como un tenedor para descelebrarte a ti, somelón. Maiconico la amenaza, bye bye flow. A los cubanos, botella y ron, tabaco a mano. Chicas por doquier, ponche en casa guano. Aquí mi vida para los mareados. A los cubanos,
C'était les Cubains d'Orichas. Moi, j'ai dit Orichas tout à l'heure, mais Léla m'a corrigé discrètement avec un morceau qui s'appelle Allo Cubano. Si vous connaissez Cuba, n'hésitez pas à visionner leurs clips. C'est certain que ça va vous donner envie d'y retourner. Vous êtes toujours à l'écoute de Mediapolis sur CISM 89.3 FM, évidemment. Dans un moment, on va recevoir Franz André, militant pour la cause des réfugiés, des migrants et de la question haïtienne. Il nous parlera de son engagement et de son rapport avec les médias. Mais avant cela, je me tourne vers toi, Léla Savic. Léla, Éric Lefebvre, député caquiste, était récemment en voyage à Djibouti. Il aurait invité des enfants de la rue au restaurant. Toi, ça t'a donné envie de nous parler du complexe du White Savior. On t'écoute. Oui, Camille, en fait, je vais vous parler de cette nouvelle qui a fait couler beaucoup d'encre sur les médias sociaux la semaine dernière. Donc, il s'agit d'une nouvelle de TVA portant sur le député d'Arthabasca, Éric Lefebvre, député caquiste, qui a décidé d'inviter des enfants au restaurant lors de son voyage à Djibouti, un petit pays logé entre l'Éthiopie et l'Érythrée en Afrique. Monsieur Lefebvre participait à un rendez-vous de l'Assemblée parlementaire de la francophonie en Afrique. Et donc, il a pris une photo de lui-même avec 3 enfants au restaurant. Il a décidé de les inviter à manger au lieu d'aller manger avec la délégation canadienne avec laquelle il voyageait. Et il a partagé une photo de ce moment sur son compte Twitter. Donc, sur son compte Twitter, on pouvait voir la photo avec ce soir, je cite, « Ce soir, plutôt que de souper avec la délégation, j'ai invité 3 enfants de la rue à Djibouti à souper avec moi. Un très beau moment, nos enfants sont choyés. » Par la suite, le journaliste Charles Lecavalier de TVA a jugé que la photo en valait une nouvelle. Il a donc contacté le député pour l'interviewer et en écrire une nouvelle avec pour titre « Un député caquiste invite au restaurant des enfants de la rue ». Je vous lis un peu le lead juste pour mieux comprendre qu'est-ce qui se disait dans cette nouvelle. L'élu caquiste Éric Lefebvre a été bouleversé par une rencontre avec des jeunes de la rue qu'il a invités à souper lors d'une mission parlementaire à Djibouti. Donc quelque chose de très simple quand même transformé en nouvelle. Après, comme intertitre, on a simple camaraderie et je vais vous citer une phrase que j'ai trouvée intéressante. Ça a été un moment de simple camaraderie de voir ces enfants qui réussissent à avoir un sourire malgré la misère qu'ils vivent. Ça nous ramène à nos valeurs, a-t-il souligné. Par la suite, on nous raconte en fait les exploits du député avec du poulet frit pour les sans-abri comme intertitre. Et donc, on nous explique que c'est pas la première fois qu'il est aussi généreux. Pour comprendre son personnage, nous dit-on, le député a raconté une anecdote durant laquelle il a donné du poulet frit et des bières à des sans-abri lors de son voyage en Floride à Noël. J'imagine que cette nouvelle a fait réagir. Léla, comment ont réagi les gens ? En fait, l'article a suscité quelques réactions sur le réseau social. Elle a été partagée sur le groupe Tout le Hood en parle, pas tout le monde en parle, Tout le Hood en parle. C'est une plateforme antiraciste où plusieurs internautes très connue à Montréal, très connue au Québec. Oui. Voilà, où plusieurs internautes ont stipulé que cela représentait un exemple parfait du White Savior Complex. Donc, je vous lis quelques commentaires. White Savior à son meilleur. L'intention est bonne, la manière est cheap en maudit. C'est malaisant. À ce qui paraît, il a même donné un billet de $20 à un sans-abri en 1986 à Berry-UQAM. J'adore lire les commentaires sur Facebook. C'est toujours intéressant. Pourquoi prendre une photo avec eux si ce n'est pas que pour faire du capital politique? Alors, White Savior, c'est sauveur blanc. En français, qu'est-ce que c'est en fait, Léla? En fait, c'est ça. Ça nous ramène à cette perception du White Savior ou du sauveur blanc. Et donc, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire de la recherche sur le White Savior. Qu'est-ce que c'est exactement? Et le traitement du White Savior dans les médias. Je vais utiliser White Savior parce que c'est plus stylé, mais bon, accusez-moi pas de anglicisme. La loi sans, Léla. Voilà, ok, pardon. Eh bien, en fait, donc je suis tombée sur un article de Teju Cole dans le magazine The Atlantic, un auteur américain du Nigeria qui est aussi professeur à Harvard en écriture, et il décrit ce qu'il appelle The White Savior Industrial Complex, donc le complexe industriel du sauveur blanc. Il a donc écrit une série de tweets suite au film Connie 2012. Je ne sais pas si vous en rappelez. Je pense qu'il faut repréciser, oui. Oui, donc en fait, il y a eu un film qui s'est fait sur Joseph Kony, un leader de la LRA en Ouganda, et la fondation Invisible Children, créée par Jason Russell, un Américain blanc qui est allé en Ouganda. Il a rencontré un jeune garçon qui, lui, était emprisonné par Joseph Kony. Et donc, Russell a fait une
une campagne, une intervention en demandant aux jeunes occidentaux de se mobiliser pour l'arrestation de Kony. Il a fait toute une intervention pour le gouvernement américain en Ouganda. Bref, le film a été viral. Il a subi une série de critiques de la part de plusieurs personnes qui disaient que cela était un parfait exemple du sauveur blanc. Pourquoi ? Et donc, justement, c'est ce que Tejuko l'a critiqué. Et il a fait une série de tweets. Donc, je vais vous lire un peu qu'est-ce qu'il décrit comme étant le sauveur blanc. Donc, le sauveur blanc supporte des politiques brutales le matin, finance des organismes de charité en après-midi et reçoit des prix le soir. La banalité du mal se transforme en banalité de sentimentalité. Le monde n'est qu'un problème à résoudre par enthousiasme. Ce monde existe simplement pour satisfaire les besoins, y compris et surtout des besoins sentimentaux des Blancs et d'Oprah. Le complexe industriel du sauveur blanc ne concerne pas la justice. Il s'agit d'avoir une grande expérience émotionnelle validant le privilège. Inquiétude fébrile sur les guerres africaines, mais près d'1 million d'Irakiens sont morts dans la guerre américaine choisie. Inquiétez-vous plutôt de ça. Je respecte profondément la sentimentalité américaine comme on respecte un hippopotame blessé, mais gardez un œil dessus, car vous savez que c'est mortel. Donc en gros, c'est qu'est-ce qu'il nous explique et puis il décortique ça en nous expliquant que c'est du projet colonial Out of Africa en passant par The Constant Gardener et Kony 2012. L'Afrique a fourni un espace dans lequel il est facile de projeter un ego blanc. C'est un espace libéré dans lequel les règles habituelles ne s'appliquent pas. Un Américain ou un Européen ne peut se rendre en Afrique sans en devenir un sauveur divin ou à tout le moins satisfaire ses besoins émotionnel. Beaucoup l'ont fait sous le signe de faire une différence. Affirmer cette vérité évidente et bien attestée ne fait pas de moi un raciste ou un mort. Cela me trahit en tant qu'Africain éduqué de la classe moyenne et je plaide coupable. Donc, et la blogueuse ugandaise Rosebel Kagwimire, elle a stipulé que le film Kony 2012 manquait de contexte et ne montrait pas les initiatives des Africains pour combattre celui-ci. Elle explique que les intentions sont bonnes, mais la question est comment est-ce que cette aide est donnée et est-ce que cela s'inscrit dans l'idée que les Africains ne sont pas capables de céder en ayant toujours besoin d'une aide extérieure, une aide occidentale. Donc là, revenons à la nouvelle de TVA. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour ne pas perpétuer du coup cette espèce de complexe de sauveur blanc, en tout cas dans les médias ? Oui, eh bien, je peux vous dire que cela a suscité vraiment un questionnement dans mon réseau journalistique où plusieurs d'entre nous se sont questionnés sur la pertinence de cette nouvelle ici. Et effectivement, plusieurs personnes donnent des montants d'argent à plusieurs organismes sans que cela fasse l'objet de nouvelles dans les médias. La question, en fait, ici, est est-ce que c'est pertinent de transformer cet acte de bienveillance en nouvelle médiatique, hein ? Parce que c'était un tweet à la base, mais le journaliste a décidé que ça en valait une nouvelle, et une nouvelle, d'habitude, c'est d'intérêt public. Donc, je crois que c'est une question qu'on doit se poser. Est-ce que c'est d'intérêt public ? Et aussi, une autre chose que je crois qui était pertinente dans cet article, c'est qu'on a dit que c'était des enfants de la rue. Je crois que dans ce cas-là, on aurait pu dire enfants défavorisés, parce que est-ce qu'on aurait dit la même chose si ça aurait été des enfants au Québec ou dans un autre endroit? Pourquoi est-ce que c'était des enfants de la rue? Est-ce que c'était des enfants sans abri ou est-ce que c'était des enfants qui étaient tout simplement pauvres? Je crois que l'utilisation est quand même assez problématique dans ce cas-là. Alors Léla, pour les gens qui se déplacent en Afrique ou dans des pays défavorisés en général, est-ce qu'on a des pistes de solutions pour justement pas être ce white savior? Oui, en fait, je vais vous en donner 4. Alors, dans un article de Sian Ferguson publié sur le Matador Network, l'article intitulé « Chers bénévoles en Afrique, s'il vous plaît, ne venez pas nous aider si vous posez pas ces 4 questions. » Donc, 4 questions, je vous les lis. Est-ce que vous feriez du bénévolat en Afrique si vous n'auriez pas de caméra avec vous? Est-ce que l'agence a les mêmes intentions et valeurs que vous? Est-ce que vous allez faire plus de dommages que du bien? Et est-ce que vous feriez confiance pour faire ce même travail dans votre pays? Intéressant. Moi, je voudrais revenir quand même sur un point très rapidement. Dans quelle mesure est-ce que c'est OK pour une personnalité politique de tweeter sur un dîner ou un souper qu'il est allé faire avec des enfants au fin fond de Djibouti? Je veux dire, c'est quand même une sorte de
très gros outils de communication. C'est quand même un peu grâce. Aujourd'hui, en 2019, c'est un peu ridicule, non? Vous voyez, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que moi, je me demande est-ce qu'il a demandé aux enfants s'il avait leur consentement, est-ce qu'il avait le consentement de ces enfants-là et de leurs parents, en fait, pour prendre une photo avec eux. Et ça, c'est une question qu'on s'est pas posée en regardant cette photo. Une question qui reste ouverte. Donc, merci beaucoup, Léla Savic. Avant l'arrivée de notre invité du jour, tendons l'oreille à Cheval Fou et à leur morceau simplement Caven, un peu de rock dans cette émission pour changer. Je sais ce que tu vis, moi aussi je t'ai nique. Je sais ce que tu vis, moi aussi je t'ai nique. Maman voulait que tu restes enfant, baby bills but you longtemps. Papa y aimait le premier X-Men, tu fais quoi quand t'as pas l'air d'un wolf le gamin? Appelez-moi simplement Kevin. Simplement Kevin. Déjà une dormite en commençant ta vie. Déjà une dormite. Moi aussi je suis unique. Trop de traits d'union, pas assez de lettres. Es-tu sûr que c'est bien écrit? On peut toujours impressionner, mais pas toujours de la manière qu'on voudrait. Faut comprendre avant de pardonner, mais je m'assure de vouloir commencer. Déjà une dormite en commençant ta vie. Ah, déjà une dormite. Moi aussi je suis unique. C'était simplement Caven par Cheval Fou. Cheval Fou, c'est 4 gars de Montréal qui font du rock. C'est un peu rare. Enfin, je crois que c'est rare qu'on passe du rock dans cette émission, mais eux, je les ai trouvés mignons. J'aime l'esthétique de leur album. C'est l'album qui s'appelle Ça va être louche. La pochette, c'est une sorte de dessin d'une dizaine de dudes un peu gras, tout nus, entassés. Un petit côté mi-comique, mi-érotique. Je pense que ça valait quand même le coup d'en parler. En studio, je suis toujours avec Léla Savic et puis Franz André nous a rejoint. Bienvenue, Franz. Oui, bonsoir, mesdames. Je suis réellement choyé. Nous, on est super contents de t'avoir. Merci. France, dans le paysage montréalais, on te connaît pour ton engagement en faveur des communautés haïtiennes, notamment des nouveaux arrivants, ceux dont la situation migratoire est encore fragile en général. Plus largement, tu as pris position à plusieurs reprises en faveur des personnes migrantes et réfugiées. En 2017, tu as même décidé de prendre une année sabbatique pour te consacrer aux problèmes rencontrés par les demandeurs d'asile haïtiens. Pourquoi est-ce qu'il était si important de t'y consacrer à plein temps? Bien, en fait, Camille, j'ai pris une année et demie de sabbatique et je me dirige vers la deuxième. Chanceux. Oui, alors j'ai ce luxe en fait de me permettre avec mes économies de le faire. Et la raison principale, c'est que quand même, je suis dans ce combat depuis 2015. Comme il faut savoir qu'il y avait un comité qui a été formé en février 2015 et ça c'était suite à un levé de moratoire qui était là depuis 2004 à 2014 pour principalement la communauté haïtienne. Il y avait aussi 300 Zimbabwéens qui eux avaient un moratoire depuis 2002. Donc quand tu dis un moratoire, c'est qu'on ne recevait plus
En fait, non, il n'y avait pas de déportation. D'accord, il n'y avait pas de déportation. Voilà, c'est que les gens qui étaient sans statut, sans papier, pouvaient rester au Canada, avoir la protection du Canada et possiblement avoir une opportunité de régulariser leur situation. Et malheureusement, beaucoup de ces milliers de gens qui étaient venus entre 2004 et 2014 de la communauté haïtienne ne l'étaient pas. Donc on parle de 3200. Et c'est là que le 1er décembre 2014, le gouvernement Harper a levé le moratoire et ces gens-là, malheureusement, étaient pris à une probabilité d'être déportés et notre comité a été créé. Donc d'où le fait de t'engager. Est-ce que toi, je sais que tu prends souvent la parole dans les médias, est-ce que ça a été écouté, bien reçu? Comment est-ce que tu vis ce militantisme-là dans les médias? Bien, il faut revenir peut-être pour l'année et demie que j'ai pris et la raison pour laquelle que je le fais, Camille, c'est qu'effectivement mon premier contact était le 15 juillet 2017 précisément. C'est quand j'ai vu dans les médias effectivement quand je pense que c'était le Journal de Montréal et on a montré ces demandeurs d'asile d'origine haïtienne dans le stade olympique. Et pour moi, ça a été un choc. Ça a été, waouh, on parle de 50 à 60 000, je ne sais pas quelle est la capacité du stade, mais il faut revenir qu'il y a 50 à 60 000 demandeurs d'asile qui venaient des États-Unis, possiblement des États-Unis, qui n'étaient plus protégés par ce qu'on appelle le TPS, le Temporary Protected Status, qui est l'équivalent du moratoire que nous, on avait levé en 2014. Alors, tout de coup, je pense que l'imaginaire, grâce aux médias ou à cause des médias, l'imaginaire du Québécois, du Canadien dit, bon, mon Dieu, ils vont tous arriver ici, ils vont nous envahir. Mais en fait, il y avait combien de personnes dans ce stade? Est-ce que tu te souviens? Ils ont à peine 500. À peine 500 qu'ils ont amené. Par contre, quand on voyait les médias, on montait les photos de ces gens assis à l'extérieur du stade, en train de manger la nourriture haïtienne dans des styrofoams qu'ils laissaient traîner un peu partout. On voyait les visiteurs, les touristes qui passaient à côté, puis qui voyaient ces gens en train de manger comme ça, et puis on savait pas trop pourquoi, avec leurs bracelets verts, jaunes ou bleus ou rouges. On comprenait pas. Beaucoup de jeunes se regardaient, puis se questionnaient. Alors, n'ayant pas pris de position immédiatement, quand je dis n'ayant pas pris, on parle de principalement le fédéral, M. Trudeau, bien, on a laissé travailler l'imaginaire des gens qu'effectivement, on est en train de se faire envahir et que la frontière canadienne est une passoire. Alors, ça a été ça le message qui a été véhiculé dans les médias et à mon avis, c'était irresponsable et c'est là que j'ai dit non. On va devoir dénoncer ces choses-là parce qu'on est en train de stigmatiser un groupe particulier et qui est le groupe de la communauté des demandeurs d'asile haïtienne. Et il faut pas oublier que la raison pour laquelle on a eu cet afflux massif, rapide, principalement au mois de juillet 2017, c'est que M. Trudeau, je crois que c'était le 26 janvier 2017, a dit « Bienvenue au Canada, welcome to Canada, si vous êtes persécuté, vous recherchez un refuge, le Canada est là pour vous accueillir. Et le premier groupe qui n'avait plus de protection aux États-Unis était la communauté haïtienne. Est-ce que toi, tu as eu l'occasion de discuter avec des journalistes, notamment des journalistes de Montréal, des grands médias à Montréal, de comment ça avait été couvert et de peut-être le rôle qu'ils avaient joué là-dedans? Oui, en fait, naturellement, ils ne prendront jamais la responsabilité de dire oui, nous aurions pu faire ou de dire faire les choses différemment. Bon, les médias sont quand même là pour vendre un produit. Et puis le produit, c'est de vendre ce qui est du sensationnalisme, c'est de vendre quelque chose des fois qui est choquant, des fois parce que là, ça mène de l'intérêt. Et effectivement, j'ai vu des journalistes à un certain moment à qui j'avais accordé des entrevues et puis le montage a été fait autrement que ce que je m'attendais. Est-ce que tu as eu l'occasion de collaborer avec des médias anglophones également? Est-ce qu'il y a une différence entre la couverture anglophone et francophone sur ces questions-là? Oui, et effectivement, je crois que les médias francophones, et puis on parle dans les médias francophones, il y a différentes catégories, si je peux dire ainsi, de médias. On va retrouver les journaux, on pourrait parler par exemple le Journal de Montréal qui va traiter les choses différemment que la presse, traiter le Devoir. Donc on se retrouve avec des angles qui sont pris différemment. Alors oui, il y a une différence entre le francophone et l'anglophone et je crois que ce qui est arrivé dans l'été 2017, entre autres la levée, les sorties des groupes comme La Meute, Storm Alliance et tous ces groupes que je ne connaissais pas qui existaient ici au Québec de l'extrême droite qui amenaient cette intolérance et ce racisme qui ressortait, mais je pense que les médias ont beaucoup contribué et c'est principalement, je crois, c'est les médias francophones.
comment on peut expliquer ça ? Pourquoi c'est pas la première fois dans cette émission en fait qu'on discute de la différence un peu d'angle choisi entre les médias anglophones et francophones. Moi, ça me paraît quand même surprenant qu'il y ait une différence. Les journalistes finalement sont quand même formés à peu près dans les mêmes écoles ou travaillent à peu près de la même manière. Selon moi, mais c'est une opinion personnelle, je crois que l'aspect du nationalisme reste encore au Québec quelque chose de très sensible. Il reste que le Québec, on recherche encore de gagner un espace beaucoup plus grand au niveau de son identité. Donc les médias jouent sur cette sensibilité pour justement continuer à amener le débat sur la place publique. Et effectivement, on se fait pogner, là, comme on dit. On nous lance l'hameçon et on se prend, et puis voilà, on se retrouve avec ce qui s'est passé l'été 2017. France-André, tu restes avec nous le temps d'écouter Varnish la piscine avec un morceau qui s'appelle LRQT. On se retrouve juste après pour toujours plus de Mediapolis et toujours plus de France-André. Merci. Yeah, everything big budget, but it ended up. What's the move? You can groove, that brand new. Now it's time for your boy JBN. Grab the seats and get your popcorns, cuz. Elle a l'air d'être flex dans son jeans. Elle s'enfuit quand je m'active. D'une vitesse explosive, serial excessive. Je pourrais réduire ta peine tranquille, donc déballe tous tes crimes ici. J'attends juste comme un traître, confesse que je l'enferme, que je rigole comme un lâche, regarde les barres de fier. Aurais-je dû faire profil bas à chaque fois que je croisais quelqu'un? Je croyais que c'était aurais-je dû faire profil bas à chaque fois que je croisais quelqu'un? Je croyais que c'était aurais-je dû faire profil bas à chaque fois que je croisais quelqu'un? Je croyais que c'était aurais-je dû faire profil bas à chaque fois que je croisais quelqu'un? Tu croyais que c'était moi? Pure evil. Pour Franco, ce n'est que 7 lettres. Ses méthodes sont bien connues en Monaco. He hunts, he catches, and then he just murders the shit out of everybody.
Ok, ce morceau est vraiment étrange, mais j'aime quand même. Ça s'appelle LRQT par Varnish la piscine. Vous êtes toujours à l'écoute de CISM 89.3 FM. En studio, je suis encore avec Léla Savic et notre invité du jour, Franz André. Alors, je le rappelle pour les auditeurs qui nous rejoignent. Franz, tu es un homme engagé. Tu milites en faveur des personnes migrantes, réfugiées, en statut irrégulier, mais aussi pour les communautés haïtiennes. Quand on est journaliste et quand on couvre des questions d'actualité, il y a des choses, en général, on s'arrange pour ne pas mettre en danger les personnes qu'on interviewe, pour ne pas mettre en danger nos sources. Par exemple, il y a des photos qu'on sort pas, il y a des noms qu'on sort pas. Parfois, on est obligé d'utiliser l'anonymat. En fait, c'est pas toujours le cas. Et toi, tu dis que les journalistes ne respectent pas toujours ça. Non, effectivement, et c'est quand même un média d'important. Ça a été autant un journal qu'une station de télévision. Il était entendu en... Donc là, tu parles d'une situation précise qui t'est arrivée récemment. Oui, c'est exact, oui, c'est pas, en fait, c'est pas la seule, mais c'est la plus poignante parce que je sens que j'ai une responsabilité. Bon, malheureusement, j'ai pas pu être là. Il y a une appel conférence qui s'était fait entre le journaliste, la jeune dame en question et son enfant de 4 ans et moi. Une jeune dame en situation irrégulière, on voilà, oui. Pour les auditeurs, Alors, oui, effectivement. Alors, donc, brièvement, c'est que c'est une jeune dame qui est rentrée en 2015. Donc, elle a accouché l'année précédente ici au Canada d'un enfant, un enfant un garçon qui est donc canadien. Elle est revenue ici en 2015 et elle est passée à travers tout le processus de demande d'asile il y a plusieurs étapes. Naturellement, il y a l'audience. Si on est refusé, on va en appel. Si on est refusé en appel, cour fédérale, ainsi de suite. Et ça, c'est quelque chose qui peut prendre plusieurs mois, si ce n'est des années, et ça a été son cas. Donc, l'année dernière, elle était arrivée au bout des procédures, et c'est là que quelqu'un me l'a mis en main, et nous avons tenté d'avoir un sursis de déportation, ce qui a été le cas. Par contre, ça a été refusé, et là, maintenant, il y a une date d'expulsion qui lui a été imposée. Alors, nous, sur la base humanitaire, on a tenté encore de faire une demande de sursis de déportation sur une base humanitaire. Malheureusement, ça a été refusé. Et la veille de la date qu'elle devait être expulsée, donc prendre l'avion pour aller en Haïti, on l'appelle pour lui dire, bon, vous ne partez pas, parce que présentement en Haïti, il y a une situation très sulfureuse. Il y avait effectivement des émeutes, il y a même eu des massacres, on parle entre 20 et 80 personnes qui ont été tuées à coups de machette. Donc c'est un pays qui vit une crise importante et un tournant important. Donc la veille, on lui dit, heureusement pour elle, elle ne partait pas. D'accord. Donc finalement, on lui dit, on va vous rappeler dans plusieurs semaines, ce qui a été le cas. Donc elle a passé Noël avec nous et nous continuons à essayer de trouver des moyens de la garder ici sur une base humanitaire. Nous avons écrit aux députés, aux ministres, etc. pour finalement, après Noël, on la rappelle pour lui dire, écoutez, malheureusement, on va devoir vous expulser. Et c'est là que j'ai interpellé les médias en essayant de voir à sensibiliser le public. Tu t'es dit, je vais médiatiser l'affaire, ça va peut-être faire quelque chose. Oui. Donc, ce qui est arrivé, en fait, c'est que quand j'ai parlé aux journalistes, c'était ce rappel conférence parce que j'avais une autre famille qui était dans la même situation où je devais être présent quand les médias sont arrivés chez eux. Donc, je me suis retrouvé avec deux patates chaudes en même temps. Et puis, j'ai choisi celle que, à mon avis, qui était la plus poignante. Et j'avais fait confiance à l'autre journaliste, disant qu'il faut pas diffuser le nom, pas prendre de photos de la femme et son enfant. C'est ça. Donc on médiatise l'affaire, mais on cache quand même certaines informations. Voilà. Surtout quand on parle d'un enfant de 4 ans. Alors finalement, donc l'entrevue s'est faite, et puis quand ça a été publié, malheureusement, je vois photo de l'enfant, photo de madame. Alors je l'appelle, je dis, écoute, un tel, enfin, je ne dirai pas son nom, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit oui, il m'a parlé, il m'a convaincu que... Et pour moi, ça a été un non, parce que depuis 2015 que je fais ça, en aucun moment, on diffuse, on médiatise le nom, et surtout dans un cas d'enfant, à moins que le demandeur d'asile ou la personne accepte de le faire. Comment on explique ça? Est-ce que le journaliste en question était peut-être insuffisamment formé? Parce que je crois que la protection des sources, c'est quand même le b.a.-ba du métier. Comment on explique ça? Dans son cas particulier, je ne sais quoi dire, parce que c'est quand même quelqu'un qui est là depuis très longtemps. Et c'est quelqu'un en plus avec qui j'ai travaillé sur d'autres dossiers. Est-ce que à ce moment-là, parce que justement l'autre dossier que je travaillais, c'était avec un autre média, alors est-ce qu'il y avait un besoin d'avoir une forme de compétition, celui qui exposait plus que d'autres? Je ne peux l'expliquer pour l'instant, parce que par après, quand la jeune femme a finalement vu quel était l'impact
d'avoir accepté finalement. Tous les gens, sa famille en Haïti ont commencé à l'appeler, ils disent comment c'est-il que tu as pu diffuser ton nom, tu as montré la photo, etc. Et là, sa famille l'a culpabilisé pour dire tu as sali notre nom. Donc maintenant, elle se retrouve... conséquences familiales très graves en fait. Totalement, parce que là maintenant, on n'a pas le choix de l'envoyer. Elle n'a pas le choix de retourner et elle tombe dans une situation pire. C'est ça. Et en plus, ça empire la... Voilà, c'est qu'elle est accueillie chez des gens qui la blâment d'avoir exposé la famille. C'était pas seulement elle, c'était la famille qui était exposée. Mila Savic. Oui, en fait, on peut se poser des questions sur cette problématique parce que j'ai l'impression qu'on n'apprend pas aux jeunes journalistes, surtout les conséquences de couvrir les réfugiés en tant que médias, en tant que journaliste. Donc effectivement, selon toi, est-ce qu'il y a peut-être des choses qu'on doit apprendre aux journalistes lors de la couverture médiatique des réfugiés? Oui, je crois qu'il y a une éducation à faire. Et même moi, je dois vous avouer, je suis en train de continuer mon éducation. Et c'est la raison pour laquelle je reste sur le terrain. Quand je déclare quelque chose, tant au niveau des statistiques, la réalité, je la connais. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent me dire donc ce que tu dis n'est pas vrai. Mais par contre, je m'aperçois, surtout maintenant que nous sommes dans les phases des audiences et des appels, etc. Je travaille beaucoup avec les avocats et j'ai énormément à apprendre. Alors j'imagine un jeune journaliste qui connaît pas la réalité et qui connaît pas les émotions, le traumatisme que vivent ces gens, entre autres qui ont peut-être traversé 14 pays pour se retrouver ici, en partant du Brésil. Il y en a plusieurs qui sont rentrés ici. Et ces gens-là sont totalement traumatisés. Et puis on les expose comme ça, du jour au lendemain, sans avoir extirpé ce traumatisme. On en crée d'autres. C'est qu'il y a des conséquences, en fait, de révéler les noms. Donc, ce qu'on demande, et ça sera le mot de la fin, c'est davantage de sensibilité, davantage de formation. Arrêtons de faire de l'image et des sujets pour faire de l'image et des sujets. On parle de vie, je crois. Franck-Sandré, merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Léla Savic. Mediapolis, c'est déjà fini pour cette semaine. C'était un plaisir de passer cette heure avec vous. La semaine prochaine, on va recevoir l'humoriste Gariana Jean-Louis, qui est d'origine haïtienne d'ailleurs. D'ici là, pour écouter l'émission, ça se passe sur CISM, sur le site de CISM 89.3 FM, sur Google Play, iTunes, YouTube et Facebook. Passez une excellente semaine. J'ai croisé quelques écureuils sur mon chemin vers le studio. Ça veut dire que le printemps s'en vient. Prenez soin de vous. On vous embrasse et on se quitte avec un morceau dont le titre est très classe. Ça s'appelle « Je peux pas montrer mes seins » et l'artiste c'est Charogne. À bientôt. Avec leurs petites têtes devant leurs parents. Jalouse des guenons avec leurs gros totons devant les flashs des touristes. Jalouse des hommes l'été en train de changer leur huile à moteur en chest. Puis jalouse des vaches avec leurs pieds. J'peux pas montrer mes seins. 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 Je me suis toujours senti coupable de ma nudité de femme. Je suis né objet sexuel. Je suis sorti de ma mère pis j'étais pornographique. Si je te montre mes seins à soir, vas-tu juger? Je suis agressable, souillable, malléable, dénigrable. Par la grosseur de mes seins, par la fermeté de mes seins, par la petitesse de mes seins. Pis toi, pendant que ton sexe il gonfle, pis il gonfle, pis il gonfle. Fais-moi
les gâcher. C'est pas parce que je monte des doublés que je devrais les gâcher. C'est pas parce que je monte des doublés que je devrais les gâcher. Le palmarès de CISM, 60 minutes d'aventure au milieu des meilleures chansons du moment. Nos animateurs et animatrices débroussaillent toutes les nouveautés pour vous présenter seulement la crème de la crème. Du lundi au vendredi à 18h, au 89.3 FM. Hey, c'est fou ce qui se passe en Thaïlande en ce moment. En parlant de Thaïlande, je t'ai déjà compté la fois où j'ai rencontré le Dalai Lama? Ah, ça, c'est-tu la fois où t'as été genre rapatrié d'urgence au Québec? Non, ça c'était au Kenya. Ok, mais là, ça me donne full envie de repartir en voyage. Pas la partie rapatriement, mettons. Ok, ben on y va? Ok, go! Attends, Kim, on peut pas partir comme ça. On doit se préparer un minimum. Ça plane pour moi, tous les lundis 14h30 sur les ondes de La Marge. Attention, attention, mon nom est MC Gilles et je sévis sur la grosse radio. Oh que oui! Dès vendredi prochain, entre 7h et 9h, je serai dans ton tympan, dans tes oreilles, dans ta grosse radio! Syntonise CISM 89.3 pour le meilleur du terroir, le meilleur de la musique méconnue et peut-être même tes chansons en me rejoignant au mcgilles.com. Donc vendredi, on se jase ça! On veut jouer de la musique fort! Oh que oui! L'artiste montréalais Van Carton lance son premier album, Des choses qui tiennent debout. Teinté de la folk pop de Sufjan Stevens et des beats de Air, Van Carton nous transporte dans un univers raffiné, dansant et multicouche qui fait remuer le quotidien. Lancement d'album au Livard le 27 mars en formule 6-8. Les enfants sont bienvenus. Les exploits d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Le chevalier et sa monture. Le char de marge, les dimanches entre 18 et 20h, c'est un moment particulier dans ta semaine. Celui où tu absorbes la meilleure musique du moment, découvre de nouvelles sonorités et chante à tue-tête ta tune. Pour découvrir avant tout le monde les chansons qui composent les palmarès franco et anglo de CISM, le char de marge le dimanche dès 18h. Cette semaine, dans votre quartier libre, apprenez-en plus sur les expériences animales dans les laboratoires de l'UDM. Après le mouvement MeToo, la notion de consentement est-elle encore problématique au sein de la communauté gay? Et le portrait de 4 finalistes du concours Délie ta langue. Visitez notre site internet quartierlibre.ca et suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Quartier libre, au cœur des préoccupations étudiantes. Pour des primeurs et mieux connaître la scène moderne, écoute Les Crics à Crinquer, les lundis 21h, sur les i 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 21h.